Lorsque le corps de Travis Alexander, âgé de 30 ans, a été retrouvé chez lui à Mesa, en Arizona, ses proches ont été dévastés. Ils ont été encore plus choqués d'apprendre que le jeune homme avait été assassiné violemment, subissant des dizaines de coups de couteau, la gorge tranchée et une blessure par balle à la tête. Personne ne pouvait comprendre qui aurait pu vouloir tuer aussi sauvagement un homme ordinaire comme Travis. Mais au fur et à mesure que l'enquête sur sa mort avançait, une femme attira l'attention des enquêteurs, Jodi Arias, l'ex-petite amie de Travis. Au fur et à mesure que l'affaire continuait de se dénouer, Arias est devenu le centre d'une tempête médiatique et des questions ont commencé à émerger. Qui était Arias ? Qu'est-ce qui a conduit au meurtre et était-elle une victime de longue date comme elle le prétendait ou une tueuse narcissique et préméditée ? Rejoignez-nous pour cette vidéo alors que nous examinons l'affaire troublante de Jodi Arias. Jodi Arias est née le 9 juin 1984 à Salinas, en Californie. Elle est l'aînée de 4 enfants. Son père, Bill, était restaurateur et nourrissait de grands rêves d'ouvrir une chaîne de restaurants, tandis que sa mère, Sandra, travaillait comme serveuse. Arias a grandi avec 2 frères cadets, Carl et Joey, ainsi que sa petite sœur, Angela. Elle avait également un demi-frère issu du premier mariage de son père. Enfant, Arias a fréquenté l'école primaire Los Padres, où elle était, selon tous les témoignages, très ordinaire, décrite comme heureuse et appréciée de tous. Elle aimait l'art et la lecture, prenait des cours de flûte et de karaté, et à l'âge de 10 ans, sa créativité s'est épanouie lorsqu'elle a découvert l'art de la photographie. Cependant, enseignants et camarades n'ont rien remarqué. Dans la petite enfance d'Arias, une baby-sitter nommée Beth Hawkins s'occupait des enfants lorsque Arias avait environ 5 ou 6 ans. Se souvient de quelques incidents étranges, pendant la période où elle travaillait pour la famille. Elle a déclaré qu'elle observait parfois Arias agir de manière agressive envers son frère, Carl. Lors d'un incident en particulier, le jeune garçon s'est mis à crier depuis une autre pièce. Lorsque Beth lui a demandé ce qui n'allait pas, il n'a d'abord pas pu lui dire, mais il a fini par admettre qu'Arias l'avait frappé à la tête avec une batte de baseball. Lorsque Beth a confronté Arias, la petite fille lui a dit « Je ne sais pas pourquoi il pleure ». Beth a déclaré que même des années plus tard, elle était frappée par le manque d'empathie d'Arias envers les autres, y compris envers les membres de sa propre famille. Adulte, Arias affirmerait qu'elle avait été soumise à des coups de la part de ses parents qui infligèrent de telles punitions pour contrôler son comportement. Elle a affirmé que sa mère l'a frappée avec une cuillère en bois qu'elle gardait dans son sac, tandis que son père utilisait une ceinture. Cependant, ces allégations de maltraitance n'ont jamais été confirmées par des amis, des proches ou par aucune institution scolaire ou gouvernementale. Les proches et d'autres personnes de la famille contestent depuis longtemps de telles histoires, affirmant que ni Sandy ni Bill n'étaient tant violents envers leurs enfants. Ils ont cependant noté qu'ils étaient des parents assez stricts, en particulier avec Arias. D'anciens camarades ne se rappellent pas l'avoir vu à l'école avec des blessures. Au début des années 1990, lorsque Arias avait 11 ans, sa famille a déménagé dans la ville de Santa Maria, à plus de 150 miles de leur ville natale. Ici, Bill tenait un restaurant appelé The Branding Iron, et bien qu'Arias ait été bouleversée de s'éloigner autant de ses anciens amis, elle semblait bien s'intégrer dans sa nouvelle école et a fini par se faire de nombreuses nouvelles amitiés. Elle a commencé à fréquenter le collège Orcutt quelques années plus tard, et son amour pour l'art et la créativité n'a cessé de grandir. Elle excellait en art à l'école et se souvenait plus tard avec affection d'un professeur qui lui permettait de s'écarter du programme linéaire et de suivre ses propres inclinations.
C'est à cette époque que ses amis ont remarqué à quel point elle gardait souvent ses plus jeunes frères et sœurs, Joey et Angela, ce qui rendait difficile et souvent impossible pour Arius d'assister à des événements scolaires comme les bals et les matchs sportifs. Environ 4 ans après le déménagement à Santa Maria, la relation d'Arius avec ses parents a été brusquement bouleversée lorsque sa mère a remarqué qu'une boîte Tupperware manquait dans la cuisine. Elle l'a retrouvée plus tard sur le toit de la maison, où Arius l'utilisait pour faire pousser de la marijuana. Bill et Sandra ont ensuite appelé le bureau du shérif local, espérant que cela ferait peur à Arius et le ramènerait dans le droit chemin. L'un des amis d'Arius savait ce qu'elle faisait et était impliqué dans toute l'affaire. L'amie Patty a déclaré qu'à l'époque, les parents d'Arius avaient un tout exagéré en précisant « Nous avons pris une graine de cannabis et nous l'avons plantée dans un petit Tupperware et il a poussé une toute petite feuille dessus. Et une autre toute petite feuille a presque poussé et nous l'avons mise sur le toit pour qu'elle soit exposée au soleil. Et puis le voisin nous a dénoncés. » Après l'appel de Bill et Sandra à ses parents, Patty a été privée de sortie. Les forces de l'ordre ont prévenu les 2 filles qu'elles risquaient un centre de détention pour mineurs si elles ne changeaient un pas de comportement. Arius a ensuite commencé à dire à ses amis qu'elle détestait ses parents, s'étant sentie humiliée et trahie par toute cette histoire. Ses amis ont déclaré qu'elle n'avait jamais vraiment eu de côté rebelle auparavant, mais que cela avait été un tournant pour l'adolescente. Sandra se souviendra plus tard que c'est à cette période que la relation du couple avec leur fille a commencé à se détériorer, Arius devenant distante et paranoïaque. Elle a dit que ses parents voulaient toujours fouiller sa chambre, ce qui a encore plus brisé sa confiance alors qu'eux affirmèrent le contraire. Arius a fini par commencer à leur mentir, et parfois elle s'en prenait physiquement à sa mère. Une fois, lors d'un dîner de famille, elle s'est tellement énervée qu'elle a donné un coup de pied à sa mère. La colère d'Arius contre ses parents s'est accentuée lorsqu'ils ont encore décidé de déraciner la famille. Cette fois, ils ont déménagé à plus de 800 km à Eureka, en Californie, près de la frontière de l'Oregon. Arius aurait été bouleversée à l'idée de devoir encore déménager, car elle avait l'impression d'être arrachée à ses amis, en particulier Patty, qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Patty se souviendra plus tard que, la dernière nuit où Jody était en ville, elle pleurait et elle a dit « La raison pour laquelle je déménage, c'est parce que toi et moi, on a trop d'ennuis ensemble. » Et j'étais absolument dévastée parce que nous étions de bonnes filles. Nous n'avons rien fait pour avoir des ennuis. Malgré son comportement rebelle et carrément agressif à la maison, les nouveaux camarades d'Arius au lycée Rika Union la voyaient comme une fille bien élevée et généreuse. Une amie qu'elle s'est faite dans cette nouvelle école, Tina, se souvient plus tard qu'elle était extrêmement drôle et pas du tout violente. En fait, Tina est même allée jusqu'à qualifier Arius d'esprit doux. D'autres élèves se souviennent qu'elle est devenue très populaire très rapidement, bien qu'Arius ne soit pas d'accord par la suite, affirmant qu'elle a trouvé la vie à Eureka très difficile. Dans une lettre qu'elle a écrite à Patty, elle a souligné à quel point il était difficile de s'intégrer parmi des gens qui semblaient tous se connaître depuis toujours. Elle ne pouvait pas bavarder avec ses camarades de classe parce qu'elle n'avait souvent aucune idée de qui ils parlaient, et elle se plaignait qu'il n'y avait que 2 groupes différents dans sa nouvelle école, les stoners et les gossips, des snobs BCBG. À cette époque, Bill a commencé à tomber gravement malade. Il aurait plus tard besoin d'une greffe de rein. Le stress familial et les difficultés d'intégration scolaire ont amené Arius à acheter sa première boîte de peinture à l'huile, faisant de l'art son nouveau moyen d'expression. Pourtant, la situation s'est aggravée à la maison, en particulier la relation entre elle et sa mère. Arius affirmait que les règles strictes de ses parents étaient en trop contraignantes, soulignant que ses amis avaient le droit de sortir jusqu'à 22h alors qu'Arius devait rentrer à la maison pour le dîner à 18h et n'était plus autorisé à sortir ensuite. Lorsqu'elle avait 15 ans, Arius a rencontré un jeune homme de 18 ans nommé Bobby lors d'une foire d'État. Le duo a passé la soirée ensemble à essayer différentes attractions et à nouer une amitié improbable, mais aucun des deux n'a proposé son numéro à l'autre, et ils ne sont donc pas restés en contact. Quelques mois plus tard, cependant, elle l'a revu lors d'un match sportif et cette fois, Arius a donné son numéro à Bobby. Bobby a ensuite rompu avec sa petite amie et le duo a commencé à sortir ensemble. Des amis se rappellent qu'Arius était dévoué à Bobby, mais en sortant avec lui, elle est devenue quelqu'un qui devait toujours être avec son partenaire. Elle a abandonné une partie d'elle-même, ses centres d'intérêt, ses passe-temps, ses amis, et a plutôt adopté et absorbé tout ce que Bobby aimait.
Ses amis sont devenus ses amis. Ses cours d'arts martiaux sont devenus les siens. Ce schéma était quelque chose qu'Arius allait apparemment répéter dans beaucoup de ses relations ultérieures, même à l'âge adulte. Elle échangeait souvent sa propre identité pour adopter celle de la personne avec qui elle sortait. La relation entre Bobby et Arius était, selon tous les témoignages, tumultueuse, faite de ruptures et de réconciliations théâtrales. Ils ont finalement mis fin à leur relation. L'année suivante, les parents d'Arius l'ont envoyée au Costa Rica pour participer à un programme d'échange culturel, et elle a rapidement commencé à sortir avec le fils de sa famille d'accueil, un garçon nommé Victor, qui avait le même âge qu'elle. Elle a ensuite fêté son 17e anniversaire au Costa Rica avec son nouveau petit ami, et lorsqu'elle est rentrée aux États-Unis, Victor lui a envoyé de longues lettres remplies de déclarations romantiques. Il a finalement visité les États-Unis et séjourné chez Arius et sa famille. Pendant ce voyage, il lui a offert une bague de promesses, et Arius a promis qu'elle déménagerait au Costa Rica pour qu'ils puissent être ensemble. Cependant, malgré toute la romance et les sentiments chaleureux qu'Arius affirmait que Victor lui procurait, la relation entre les deux était tout aussi tumultueuse que sa précédente. Elle a déclaré que Victor était du genre jaloux et qu'il n'aimait pas qu'elle interagisse avec ses camarades masculins, et c'est ce qui l'a poussé à rompre avec lui par téléphone. Avec Victor hors du tableau, Arius a repris contact avec Bobby. À ce moment-là, elle était désespérée de quitter le toit de ses parents. Elle en avait assez de leur comportement contrôlant et a confié à ses amis que ses notes souffraient à cause de ce qu'elle ressentait chez elle. Des amis ont affirmé qu'Arius ne consommait ni drogue ni alcool, et supposaient de cela. Son comportement, de plus en plus extrême avec agressivité, paranoïa et accusation constante envers ses parents de ne pas la soutenir, résultait d'un trouble de la personnalité. Arius a quitté la maison familiale pour emménager avec Bobby à l'âge de 17 ans, au grand désarroi de ses parents. Sandra et Bill avaient le sentiment que leur fille adolescente déformait tout ce qu'ils lui disaient, ce qui menait à de nombreuses disputes mesquines et inutiles entre eux trois. Au fil des semaines et des mois, le couple s'est séparé puis réconcilié à plusieurs reprises. Arius se souvenait qu'à travers tout ce drame, elle n'avait jamais atteint le point où elle voulait y mettre fin définitivement. Les journalistes et les spéculateurs en ligne ont souvent examiné les choix de vie d'Arius et les ont qualifiés d'autodestructeurs. On savait qu'elle était violente avec sa famille, mais elle accusait souvent les autres de l'être envers elle. Cela a entraîné des spéculations sur le fait qu'elle aurait subi des mauvais traitements en réponse à son comportement abusif. Par exemple, une amie a rappelé qu'Arius lui avait dit que Bobby l'avait déjà mise dans une prise d'étranglement dont elle ne s'était pas sortie. Certains se sont demandé si Bobby avait agi ainsi pour contrôler le comportement violent d'Arius. Arius et Bobby ont finalement rompu. Arius a déménagé à Santa Maria tandis que Bobby est parti en Oregon, mais malgré tout leur relation n'était pas terminée. Après quelques mois, Arius a déménagé à Medford, dans l'Oregon, affirmant qu'elle aimait simplement cet endroit et que ce n'était pas parce que Bobby y vivait. Bien qu'elle ait renoué avec Bobby, elle restait insatisfaite et a dressé une liste des avantages et inconvénients pour décider de poursuivre la relation. Elle se plaignait à ses amis du comportement de Bobby, mais leur relation a continué un temps avant leur nouvelle rupture, puis Arius a commencé à sortir avec Matt, le colocataire de Bobby. Malgré cela, et malgré le fait que le couple ait finalement emménagé ensemble, Arius n'a jamais vraiment laissé Bobby tranquille. On savait qu'elle l'appelait à plusieurs reprises, aussi bien chez lui qu'à son travail, et parfois elle laissait des choses sur le pas de sa porte. Des sources ont confié à Jane Velas Mitchell pour son livre « Expose de la vie secrète de Jodi Arius » que Bobby avait commencé à avoir peur d'Arius et que ses amis le considéraient comme une victime de harcèlement. Arius et Matt sont restés ensemble des années sans incident, mais des extraits de son journal révèlent une femme très troublée, oscillant entre amour et haine, calme et violence, haut et bas, comme si un interrupteur s'activait. En février 2000, elle a écrit à propos de Matt. « Je suppose que je ne suis pas encore tout à fait habituée à ce sentiment d'aimer une personne, une belle âme, aussi complètement, et de voir cet amour réellement partagé. Non, pas seulement partagé, mais réciproque, à un niveau qui correspond réellement au mien, voire le dépasse. » Mais 3 mois plus tard, elle a écrit à propos de Bobby « Il était mon rêve, il était tout pour moi, mon tout, mon univers. » Elle a conclu « Pourquoi ai-je l'impression qu'il reste des choses inachevées ?» 2 mois supplémentaires se sont écoulés avant qu'elle ne recommence à s'extasier sur Matt dans ses journaux intimes, disant à quel point elle se sent privilégiée de marcher à ses côtés dans cette vie.
En octobre, les choses avaient de nouveau changé. Elle a écrit « Je me sens complètement inutile, sans valeur et destructrice. Comme si peut-être que j'échoue dans la vie, que je rate mes leçons karmiques et que je gâche ma relation avec mon bien-aimé. » Au début de l'année 2001, la relation a commencé à vaciller. Arius est devenue insatisfaite du fait que Matt n'avait jamais d'argent et de son manque de participation aux tâches ménagères de base. Elle a décrit dans son journal « Si souvent il semble que Matt s'en fiche complètement. Parfois j'ai l'impression d'être juste une femme stéréotypée qui reste à la maison et qui n'est pas importante. » Le couple a finalement commencé à vivre séparément, et ils ont fini par se séparer, Arius alléguant qu'il avait commencé à sortir avec l'une de ses collègues dans son dos. En apprenant cela, Arius a conduit plus de 90 minutes pour confronter la collègue, qui a alors remis en question leur relation. Des versions de cette histoire racontées par d'autres personnes affirment que Matt avait déjà rompu avec Arius au moment de cet incident. En 2006, la troisième relation à long terme d'Arius a commencé à toucher à sa fin. L'homme avec qui elle sortait, Daryl, avait autrefois été son patron, mais il avait démissionné pour qu'ils puissent se mettre ensemble en 2002. Daryl était un père divorcé d'un enfant et avait 20 ans de plus qu'elle, et bien que le couple ait acheté une maison ensemble, il a clairement indiqué qu'il ne voulait pas d'autres enfants, ce qui a conduit à la rupture de leur relation. Au moment où cela arrivait, Arius a découvert Prepaid Legal, ou PPL, une entreprise qui reposait sur le recrutement d'autres personnes sous soi. Plus les représentants recrutèrent de personnes, plus ils gagnèrent d'argent. C'était, selon la plupart des descriptions, une pyramide de Ponzi. Mais pour Arius, c'était un moyen de sortir de sa relation qui échouait. Elle rêvait que cela lui rapporterait tout l'argent dont elle avait besoin pour repartir à zéro, mais au lieu de cela, cela l'a menée dans la vie de Travis Alexander. Travis Alexander est né le 28 juillet 1977 à Riverside, en Californie. L'un de 8 enfants, il avait 2 frères et sœurs plus âgés et 5 plus jeunes, et son enfance aurait été marquée par la maltraitance, les mauvais traitements et la pauvreté. Ses parents n'avaient jamais été riches, et leur situation n'était pas meilleure à la naissance de Travis, ni par la suite. Le père des enfants, Gary, n'a pas fait partie de leur vie après son divorce avec leur mère, Pamela, tandis que Pamela a lutté contre des problèmes de dépendance pendant la majeure partie de leur existence. Travis se rappelait avoir été battu pour avoir réveillé sa mère après qu'elle ait manqué de cristal meth et que sous l'effet de la drogue, les enfants devaient se débrouiller seuls. Leur maison était souvent infestée d'insectes attirés par la nourriture avariée. Lorsque Travis avait 6 ans, lui et ses frères et sœurs ont été recueillis par leurs grands-parents paternels. Pamela est décédée d'une overdose peu de temps après. S'adapter à leur nouvelle vie a été difficile. Ils ont vécu normalement chez leurs grands-parents, qui les baignaient, les nourrissaient à leur gré et leur ont fait découvrir le mormonisme. La religion a été, selon tous les témoignages, un excellent outil pour Travis, l'aidant à faire face au monde cruel dans lequel il était né. Il a conclu que son éducation avait été une leçon difficile, mais pas une punition. Il croyait que cela l'avait renforcé en tant que personne. À l'âge adulte, Travis passait du temps à lire des livres de développement personnel et à écrire ses objectifs. Il était ambitieux et déterminé, un ami proche déclarant « Il avait tellement faim de changer le monde ». Il voulait devenir la meilleure version de lui-même et inspirer les autres à faire de même. Il a rapidement compris que l'université n'était pas faite pour lui et il a abandonné, enchaînant quelques petits boulots pour s'en sortir pendant qu'il cherchait quelque chose qui le pousserait dans la direction qu'il voulait prendre. Il est resté un mormon dévoué tout au long de sa vie adulte. Travis a rejoint PPL avant Arius, et il a eu beaucoup de succès pour recruter d'autres personnes dans le système, utilisant souvent des histoires de son enfance pour motiver et convaincre des clientes potentielles. Le duo s'est finalement rencontré le 13 septembre 2006 lors d'une convention PPL au MGM Grand Hotel and Casino à Las Vegas, Nevada. Travis serait allé directement vers Arius et se serait présenté. Il l'a ensuite rejointe, elle et ses amis, alors qu'ils traversaient le casino, et ils ont fini par s'éclipser ensemble, discutant, échangeant des histoires et, en général, s'entendant très bien. Plus tard, il a contacté l'une de ses amies car il n'avait pas son numéro, et il l'a invitée à être son invitée au banquet du directeur exécutif. Arius l'a d'abord refusé, affirmant qu'elle n'avait rien d'élégant à porter, mais une amie de Travis a proposé de lui prêter une robe et elle y est finalement allée. Ils ont passé plusieurs heures ensemble le soir suivant, puis le matin d'après. Bien qu'Arius ait dit à Travis qu'elle avait un petit ami, son comportement à ce stade était déjà clair.
Elle préférait avoir un nouveau partenaire en réserve avant de rompre complètement avec l'ancien. Elle a finalement mis fin à sa relation avec Daryl et a commencé à voir Travis aussi régulièrement que possible. Le début de la relation du couple a été difficile, car Arius devait voyager de Californie en Arizona pour voir Travis. À l'époque, elle vivait encore avec Daryl, puisque son nom figurait sur l'hypothèque, mais ils dormaient dans des chambres séparées. De nombreuses rumeurs circulent sur le début de la relation entre Arius et Travis, et elle a affirmé devant les tribunaux qu'elle était sexuelle dès le départ. Alors que certains amis de Travis acceptaient qu'il ait pu succomber à ses désirs sexuels, d'autres soutenaient qu'il était un conservateur religieux qui se réservait pour le mariage. Et ils étaient souvent en désaccord avec la version de Travis qu'Arius présentait au public après sa mort. Une amie, Sky Hughes, a déclaré qu'elle pensait que les histoires d'Arius semblaient conçues pour susciter de la colère contre Travis et de la sympathie pour Arius. Certains amis pensaient aussi que Travis était attiré par le besoin d'attention d'Arius, l'un affirmant « Travis ressentait sans cesse le besoin de rendre l'appareil. Il voulait vraiment aider quelqu'un d'autre. Il pensait qu'il essayait de sauver Arius de sa vie difficile. » En novembre 2006, Arius s'est converti au mormonisme et a finalement été baptisé par Travis. Et en février 2007, leur relation est devenue officielle. On ne sait pas vraiment pourquoi ils ont mis autant de temps à se mettre enfin ensemble. Les amis de Travis pensaient ainsi qu'il attendait peut-être quelqu'un de plus sérieux. Ce n'était que lorsque Arius est sorti avec quelques autres hommes que Travis s'est montré plus intéressé à officialiser leur relation, Arius affirmant que l'intérêt des autres hommes pour elle le dérangeait. Le couple s'appelait tous les jours et se voyait 2 fois par mois. Pour la Saint-Valentin, Travis aurait offert un cadeau à Arius. Arius avec un t-shirt sur lequel était inscrit Travis Alexanders en travers de la poitrine. Qu'il l'ait fait ou non est un sujet fortement débattu, car il n'existait aucune photo d'elle portant le t-shirt jusqu'à environ 1 mois après son meurtre en 2012. La distance était difficile pour eux, et Arius avait du mal à payer les factures dans sa maison de Palm Desert après que Daryl soit parti pour se rapprocher de son ex-femme, avec qui il partageait la garde de son fils. La maison a finalement été saisie, et certains ont spéculé qu'Arius a accéléré sa relation avec Travis dans l'espoir qu'ils se marient et emménagent ensemble avant qu'elle ne soit expulsée de chez elle. Cependant, la relation était minée par des insécurités des 2 côtés et par la paranoïa du côté d'Arius. Elle lisait souvent les emails de Travis, accédait à ses messages vocaux, écoutait ses conversations en cachette et attendait même devant la salle de bain pour lui. D'autres rapports ont indiqué que, pour faire face à la culpabilité d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, Travis traitait Arius de salope et de pute, ce qui la bouleversait profondément et la faisait se sentir utilisée. Beaucoup, y compris certains amis de Travis, ont observé que la relation reposait principalement sur le sexe et une jalousie féroce, et à l'été 2007, le couple s'est séparé, Arius étant celle qui a mis fin à la relation. Environ 1 mois plus tard, elle a déménagé à Mesa, en Arizona, où vivait Travis, bien que des amis se souviennent qu'il ne voulait pas qu'elle s'installe dans sa ville et qu'il le lui avait clairement dit. Arius a ensuite affirmé qu'ils avaient encore des relations intimes. En décembre 2007, Travis a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, ce qui a beaucoup contrarié Arius. Travis aurait dit à ses amis que son ex était tellement jalouse qu'elle avait crevé les pneus de sa voiture à plusieurs reprises et que sa nouvelle petite amie avait reçu un email de harcèlement d'une personne non identifiée qu'il pensait être Arius. Début janvier, Arius aurait envoyé de nombreux messages sexuels à Travis et en mars, l'ancien couple a visité plusieurs États ensemble. Le mois suivant, Arius a déménagé de Mesa à Eureka, en Californie, mais les communications entre eux ont continué, beaucoup de leurs conversations étant de nature sexuelle. Le 9 juin, vers 22h30, des agents du département de police de Mesa ont été appelés au domicile de Travis. Âgé de 31 ans, il vivait dans une somptueuse maison de 5 chambres d'un quartier résidentiel calme et avait été retrouvé mort dans la douche de la salle de bain principale. Un ami a signalé la découverte du corps à l'opérateur d'urgence. « Nous n'avions plus de nouvelles et sommes venus voir. Nous pensons qu'il est mort. » Son colocataire a vérifié son état et mentionné la présence de sang partout. Travis a été entendu pour la dernière fois l'après-midi du 4 juin lors d'un appel téléphonique. Ce soir-là, il ne s'est pas présenté à un appel professionnel important qui avait été prévu plusieurs jours auparavant.
Ses amis ont d'abord cru qu'il était parti en vacances hors de la ville et ne se sont pas immédiatement inquiétés, jusqu'à ce qu'ils ne parviennent pas à le joindre pendant plusieurs jours. Ils se sont finalement rendus chez lui où ils ont découvert de grandes mares de sang dans sa chambre. Travis était nu et allongé sur le sol de sa cabine de douche. La décomposition avait déjà commencé, ce qui indiquait qu'il avait été tué au moins plusieurs jours auparavant. La scène du meurtre était brutale. Des éclaboussures de sang étaient un partout, sur les murs, dans le lavabo, au plafond. Travis avait subi une entaille à la gorge, 27 coups de couteau et une blessure par balle au visage. La balle était entrée par son sourcil droit et avait été retrouvée logée dans sa joue gauche. Le médecin légiste témoignera plus tard que la veine jugulaire, l'artère carotide commune et la trachée avaient toutes été tranchées et que Travis présentait de nombreuses blessures défensives aux mains. Il a ajouté que l'homme de 31 ans pouvait déjà être mort au moment où il a été abattu. Il s'agissait d'un homicide évident et les enquêteurs ont immédiatement commencé à rechercher des suspects potentiels. En parlant avec les amis et la famille de Travis, beaucoup ont pointé du doigt Jodi Arias, affirmant que l'ex-petite amie de Travis était obsédée par lui. Sa proche amie, Sky Hughes, a déclaré au Huffington Post « Arias était totalement obsédée par lui. Elle ne voulait pas le laisser partir. Chaque fois qu'il essayait de couper tous les liens, elle menaçait de se suicider. Il lui disait qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle, et elle se présentait chez lui. Nous savions que c'était elle. Nous ne voulions pas que ce soit elle, mais nous savions que c'était le cas. » Les proches de Travis ont accusé Arias de le harceler, de pirater ses comptes sur les réseaux sociaux et de vandaliser sa voiture. Une fouille chez Travis a permis de retrouver un appareil photo numérique abîmé dans la machine à laver. L'appareil avait été acheté récemment et bien qu'il ait été saboté, des experts ont pu en extraire certaines images qui montraient Arias et Travis dans des scènes sexuellement explicites. La dernière photo prise de Travis de son vivant a été prise alors qu'il était sous la douche à 17h29. D'autres photos montraient Travis effondré au sol. Une preuve clé retrouvée était une empreinte de paume ensanglantée sur le mur. Elle contenait l'ADN de Travis et d'Arias. Pendant ce temps, dans les jours qui ont suivi la découverte du corps de Travis, Arias a publié une photo sur sa page MySpace intitulée « À la douce mémoire de Travis ». 4 jours plus tard, le 17 juin, elle s'est rendue au siège de la police de Mesa et s'est volontairement soumise à une prise d'empreinte digitale et à un prélèvement d'ADN. 2 jours après, les détectives ont découvert les photos récupérées sur l'appareil, les poussant à contacter Arias pour parler de sa relation avec Travis. Au téléphone, elle leur a dit qu'elle avait vu Travis pour la dernière fois en avril 2008 et qu'ils étaient sortis ensemble pendant 5 mois, jusqu'en juin 2007 à cause de problèmes de jalousie des deux côtés. L'enquêteur s'est souvenu qu'après leur rupture, ils ont continué à avoir une relation sexuelle, mais qu'ils la gardaient secrète vis-à-vis de leur entourage. Elle a dit qu'elle avait parlé à Travis pour la dernière fois le mardi 3 juin 2008. Plus tard ce même jour, Arias a de nouveau posté sur MySpace à propos de Travis, déclarant « Madame Travis, à bientôt mon ami, mais pas assez tôt. » Au moment du meurtre, la relation entre Arias et Travis avait de nouveau pris de l'ampleur. Au cours de la première semaine du mois, Travis avait dit à ses amis qu'il pensait que son ex-petite amie avait piraté son compte Facebook, après quoi il lui aurait dit de rester en dehors de sa vie. Mais malgré cela, les enquêteurs ont découvert plus tard qu'Arias avait loué un véhicule en Californie le 2 juin et conduit jusqu'à Mesa le 4 juin. Le lendemain, elle a rencontré un collègue et assisté à plusieurs réunions d'affaires à Salt Lake City, dans l'Utah. Le collègue a dit à la police qu'Arias s'était teint les cheveux blonds en brun foncé et avait plusieurs coupures aux mains. Arias a quitté l'Utah et est retourné en voiture vers sa maison en Californie. Au cours de ce voyage, elle a appelé Travis à de nombreuses reprises, lui a laissé des messages vocaux et a ensuite accédé à la messagerie vocale de son téléphone portable. Elle a rendu la voiture de location le 7 juin, date à laquelle elle avait parcouru 2800 miles, et la société de location a noté que les tapis de sol manquaient et qu'il y avait des taches rouges sur les sièges avant et arrière. Malgré cela, les enquêteurs n'ont pas pu vérifier si les tapis de sol étaient présents lorsque la voiture a été récupérée pour la première fois par Arias, ni examiner les taches rouges car la société de location avait fait nettoyer le véhicule en profondeur. Après avoir reconstitué la chronologie des événements et découvert l'ADN contenu dans l'empreinte de paume, les enquêteurs ont pris des mesures pour appréhender Arias. Le 9 juillet 2008, elle a été inculpée par un grand jury du comté de Maricopa, en Arizona, pour meurtre au premier degré,
et elle a été arrêtée 6 jours plus tard à son domicile en Californie. Début septembre, Arius a été extraditée vers l'Arizona où elle a plaidé non coupable. Lors d'une interview avec l'Arizona Republic, elle a affirmé qu'elle n'avait pas tué Travis. Cependant, elle n'a pas pu expliquer les photographies ni les preuves ADN. Elle a déclaré « Dieu sait que je suis innocente. Je sais que je suis innocente. Je n'ai rien à voir avec son meurtre et je ne lui ferai jamais de mal. C'était mon ami. » Arius a changé sa version plus tard ce mois-là, lorsque le 24 septembre, elle a déclaré à Inside Edition que Travis avait été attaqué par des intrus à son domicile et qu'elle était présente lors de l'agression. Elle a répété la même histoire en juin 2009 en attendant son procès et en s'entretenant avec 48 heures. Elle a dit qu'il s'amusait avec l'appareil photo quand Arius a soudain entendu un bruit fort. Elle a dit « Ensuite, je me souviens être allongée près de la baignoire pendant que Travis criait. À ce moment-là, j'essayais juste de reprendre mes esprits et de comprendre ce qui se passait. Et j'ai levé les yeux et j'ai vu 2 autres personnes dans la salle de bain, et elles venaient toutes les deux vers nous. » Arius a affirmé qu'il y avait une femme et un homme présents. Ils étaient habillés en noir et armés d'un couteau et d'une arme à feu. Elle a affirmé que l'arme avait été pointée sur elle, mais qu'elle n'a pas tiré quand la détente a été pressée. Alors j'ai juste attrapé mon sac à main, qui était par terre à ce moment-là, et j'ai couru dans les escaliers et je suis sorti de là et j'ai laissé Travis là-bas. Je l'ai bousculé, lui et son arme. Je ne me suis tout simplement pas retourné. Elle a ajouté qu'elle avait tellement peur qu'elle n'a jamais appelé la police et qu'elle s'est simplement éloignée en voiture de la scène, affirmant « Je pense qu'il y avait une croyance naïve que je pouvais faire comme si cela n'était jamais vraiment arrivé. » En août 2011, Arius a demandé à être autorisée à se représenter elle-même devant le tribunal. Sa demande a été acceptée, mais elle a gardé ses avocats commis d'office comme conseiller juridique. Plus tard ce même mois, elle a tenté de faire admettre de nombreux documents comme preuve. Arius a affirmé que Travis lui avait écrit des lettres où il avouait ses difficultés avec la pédophilie, mais ces lettres ont vite été reconnues comme des faux et elle n'a pas pu les présenter. Cela a conduit le juge à rétablir un avocat de la défense et Arius a raconté sa 3e version des faits, selon laquelle elle était une victime de violences domestiques et avait tué Travis en légitime défense. Elle a déclaré qu'elle avait été victime d'agressions physiques et sexuelles de la part de son ex-petite amie, et que le 4 juin, elle avait fait tomber son nouvel appareil photo, ce qui l'avait mis en colère et provoqué une violente crise. Arius a allégué qu'elle l'avait tuée pour qu'il ne puisse pas la tuer en premier. Il est à noter que la jeune sœur d'Arius, Angela, croyait à ces affirmations. Elle a écrit sur Facebook qu'Arius avait menti au sujet des intrus dans la maison, mais que c'était parce qu'elle était tellement amoureuse de cet homme qu'elle ne voulait pas que les gens sachent quel monstre il était réellement. Elle voulait que tout le monde croie qu'il était aussi incroyable qu'il le pensait. Elle a tué Travis, mais pas de sang-froid. Ce n'était pas par vengeance. C'était parce qu'elle avait peur pour sa vie. Le procès d'Arius a finalement commencé en janvier 2013. Son équipe de défense a principalement débattu du mobile derrière le meurtre, et non de savoir si Arius avait réellement tué Travis. L'accusation, quant à elle, a évoqué la nature dysfonctionnelle de la relation du couple, soulignant l'intensité de leur relation sexuelle et la tendance des 2 parties à la jalousie, en particulier Arius. Des experts médico-légaux ont mentionné les preuves ADN, les images de l'appareil photo numérique et les vêtements tachés d'eau de Javel retrouvés dans la machine à laver. Le docteur Kevin Horn du bureau du médecin légiste a observé les blessures très intentionnelles de Travis, notant la profondeur des coups de couteau, ce qui montrait qu'ils avaient été infligés avec une grande force. Un témoin notable ayant témoigné pour l'accusation était Ryan Burns, le même collègue qui avait vu Arius le lendemain du meurtre. Il a déclaré que le couple s'était rencontré lors d'une convention en avril 2008 et avait ensuite commencé à s'appeler jusqu'à 5 fois par semaine, ce qui rappelle étrangement le début de la relation d'Arius avec Travis. Fin mai cette année-là, elle comptait lui rendre visite dans l'Utah. Arius voyait sans doute Ryan Burns comme son nouveau Travis, tout comme Travis avait remplacé Daryl à leur première rencontre. Le procès d'Arius a suscité une frénésie médiatique et presque tous les Américains avaient alors une opinion sur elle. Elle a reçu une attention médiatique incroyable, le New York Times rapportant que l'audience de son procès télévisé a explosé au fil du temps et notant que la couverture du procès a pris certains aspects d'un feuilleton.
Dans ses plaidoiries finales, l'accusation a décrit Arius comme une menteuse manipulatrice et a même montré un message texte où Travis traitait son ex-petite amie de diabolique. Sa défense, quant à elle, a déclaré que les sentiments du jury envers Arius étaient sans importance et a affirmé que la théorie de la préméditation avancée par les procureurs n'avait aucun sens. Car son comportement ce jour-là ne correspondait pas à celui de quelqu'un qui avait prévu de tuer une autre personne, soulignant que les caméras de vidéosurveillance et les reçus confirmaient sa présence dans la région lors du meurtre de Travis. Pourtant, après 15 heures de délibération, le 8 mai 2013, Arius a été reconnue coupable de meurtre avec préméditation au premier degré. Elle a finalement été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, au printemps 2015. À un moment donné, elle a affirmé qu'elle préférerait la mort à la prison à vie, car c'était la liberté ultime. Cependant, elle est revenue plus tard sur cette déclaration. Arius a tenté de faire appel de sa peine, mais en 2020, la Cour d'appel l'a confirmé, notant qu'elle avait été condamnée sur la base de preuves accablantes de sa culpabilité. Elle a commencé sa peine dans l'unité de sécurité maximale Lumley au complexe pénitentiaire de l'État d'Arizona à Perryville, mais a été transférée à un moment donné au niveau de sécurité moyenne où elle réside en 2023. Elle mènerait une vie très discrète derrière les barreaux, ayant occupé des emplois dans un entrepôt de magasins et comme portier. Elle a également travaillé comme aide bibliothécaire dans l'établissement entre 2020 et 2022. En décembre 2010, elle a battu 50 autres détenus lors d'un concours de chant, ce qui lui a permis, ainsi qu'à ses codétenus, d'obtenir un dîner de dinde pour Noël, ainsi que quelques fournitures supplémentaires. Bien que sa vie ait été plutôt discrète, elle a tout de même fait un peu de bruit lorsqu'elle a commencé à vendre ses œuvres d'art en ligne. Certaines de ses pièces se sont vendues jusqu'à 2500 $. Aucune de ses peintures n'étant liée au meurtre de Travis, cela ne viole pas les lois interdisant aux criminels de profiter de leurs crimes. Cependant, de nombreux membres du public estiment qu'elle profite de sa notoriété. Elle semble gérer un compte Instagram où elle partage son art, en discutant des couleurs, des motifs et de la signification des titres. Il compte actuellement environ 6000 abonnés. Arius avait d'abord demandé à son frère de vendre ses œuvres d'art sur eBay afin qu'elle puisse payer des choses en prison. Mais le compte a finalement été désactivé lorsque le site a découvert son identité. Elle a ensuite créé son propre site web à partir duquel elle pouvait vendre ses œuvres. Malgré sa réputation, elle recevrait chaque semaine des propositions de mariage de la part d'hommes. Comme elle a toujours désiré fonder une famille, elle a envisagé la possibilité de se marier en prison, même si les visites conjugales sont interdites. Cependant, certaines anciennes codétenues estiment qu'elle pourrait user de ses charmes pour manipuler les gardiens et obtenir ce qu'elle veut. Il a été allégué qu'elle a pu se permettre certains comportements en prison grâce à son apparence et à son charisme. Donovan Bering et Tracy Brown. Bering étaient autrefois des codétenus qui considéraient Arius comme leur ami. Après leur libération, elles ont contacté sa mère Sandra, qui selon elle leur a révélé les nombreux mensonges d'Arius. Donovan a dit « J'ai remarqué des incohérences comme ses histoires de relations et le comportement de ses parents envers elle. Fatal et prized. Elle ne se souciait vraiment de rien ni de personne, sauf d'elle-même. Si tu la contrariais d'une manière ou d'une autre, tu en souffrais. » Bien que l'intérêt pour Jodi Arius demeure encore aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont suivi le procès de près la considèrent comme une femme égocentrique et sans remords, qui n'a pas hésité à sacrifier l'homme qu'elle prétendait aimer inconditionnellement pour se libérer elle-même. Au fil des années, elle a accusé Travis Alexander de violences domestiques, d'abus sexuels et de pédophilie, bien qu'aucune de ces allégations n'ait jamais été prouvée. Récemment, des psychiatres ont avancé des hypothèses sur les motivations d'Arius. Certains pensent qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité borderline non diagnostiqué, une hypothèse que l'accusation avait également évoquée lors de son procès. Le professeur adjoint de psychiatrie à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud, le Dr Drew Pinsky, a déclaré que les personnes atteintes de ce trouble mentent et manipulent. Leur point de vue exclut toute alternative. Ils ne perçoivent pas leur rôle dans ce qui leur arrive. Les symptômes du trouble incluant des sentiments chroniques de vide, des relations dysfonctionnelles et chaotiques, un comportement impulsif, une colère intense, des idées suicidaires et une instabilité émotionnelle. Pendant ce temps, le psychiatre Dr Dale Archer a écrit pour Psychology Today
qu'il pensait qu'Arius pourrait souffrir d'un trouble de la personnalité narcissique. Il a noté son besoin désespéré d'attention, sa manipulation et son utilisation des autres pour obtenir ce qu'elle veut, ainsi que son absence générale de remords envers ceux qu'elle a blessés. C'est une menteuse impulsive dont les comportements correspondent à de nombreux symptômes du trouble de la personnalité narcissique. Plus remarquable encore, elle semble vraiment apprécier l'attention, qu'elle soit négative ou positive, qu'elle reçoit depuis qu'elle a attiré l'attention du monde en 2008. Lors d'un appel vidéo avec un rappeur de Philadelphie nommé Karim Lefty Williams, où il lui a dit qu'ils étaient probablement les personnes les plus détestées d'Amérique, Arius a répondu « Tout va bien. Si c'est ça être détesté, continuez à me détester. Je reçois tellement d'amour que je ne peux même pas répondre à tout.